It is 1 o'clock on the dot, Central Time. So we'll get started. Il est 1 heure pile. On va commencer ici pour la conversation nationale. Donc, on couvre Fireside. On va attendre Jonathan Reimer et Mark Kohler. Nous avons Dr. Chen aussi sur l'appel. Elle va adresser les toutes questions qui sont dans le chat. Et le chat va être en haut à la droite. Vous pouvez lancer vos questions et commentaires là. On va faire de notre mieux pour les adresser. Et sinon, on va faire un suivi par courriel après. Donc, c'est ça pour l'instant. Si vous aimeriez écouter la présentation en français, vous pouvez cliquer sur le langage de votre choix. Nous avons un interprète ici en direct et pour que vous puissiez tous se voir et entendre en français. Donc, je vais passer le micro maintenant à Jonathan pour commencer. Bonjour. Merci beaucoup, Hannah. Donc, je suis vraiment ravi d'être ici aujourd'hui, de parler des prévisions et comment faire des meilleures prévisions. Et nous allons lancer Firesight, qui est une plateforme pour les gestionnaires de feu. Et pour souligner ce que nous allons voir aujourd'hui, je vais dire quelques mots sur les prédictions et après ça, on va tourner euh, le projet du bon jugement, qui est vraiment une groupe de personnes qui sont vraiment étudié la science de la prédiction dans les années passées ici. Et donc, on va regarder Fireside, cette plateforme dont on a parlé. Et tout ça, ça va nous prendre à peu près 45 minutes à peu près. Donc, après ça, nous allons adresser autant de questions que nous pouvons. Donc, c'est l'ordre du jour pour aujourd'hui. Et simplement pour préparer la scène ici, les prédictions, c'est là, c'est rentrer dans la gestion de feu. Il n'y a pas beaucoup que je dois dire là, qui sera vraiment nouveau. Parce que tout ce qu'on fait implique le travail de la prédiction. Et ben, la première chose que j'ai appris, la plupart de nous, c'est pas de combattre le feu que nous avons, mais c'est de combattre le feu que nous allons avoir. Et on est constamment en train de penser à c'est quoi qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on ne voit pas. Et que ça soit, nous savons que c'est important, que ce soit des éclairs, une tempête d'éclairs, ça va commencer un feu ou 20 feux. C'est important si ce feu euh, dans votre zone va être contrôlé d'ici la fin de la semaine. C'est important si on peut s'attendre d'attendre des fronts froids qui vont venir dans les prochains 10 jours. Et c'est important aussi si on a besoin de pousser les boutons et demander les affectations de ressources dans un mois tout au plus, parce qu'on aura besoin de ressources de nos partenaires, et que ce soit à CC ou même à l'international. Et nous allons même de saison à saison et penser à des choses comme des feux durant l'hiver et combien il y en aura et comment on va s'y prendre pour atténuer ces problématiques. Donc, d'étudier ces prédictions de saison en saison. Et lorsqu'on fait toutes ces prévisions, en fait, il y a deux choses à considérer. La première, bien sûr, c'est qu'on fait le bon travail et qu'on a la prédiction assez proche. Et il y a des couleurs, des lueurs, ça l'aide d'être plus confiant aussi. Plutôt que de dire qu'on va possiblement avoir un fond froid, ça l'aide de dire OK, il y a 95 ou 90 qu'on va voir un passage d'un front froid la semaine prochaine. Et l'autre chose qui est importante, c'est qu'on soit assez tôt, qu'on puisse voir plus loin. Et ça fait une grande différence dans notre capacité d'avoir des opérations efficaces pour garder nos coûts à la baisse, bien sûr, pour la sécurité de nos pompiers et bien sûr la sécurité de nos communautés. Donc, c'est pour ça que les prévisions sont importantes et ça a reçu notre attention lorsqu'on a commencé à entendre parler, il y a 10 ans, d'un groupe de gens qui est appelé des super préviseurs. Bon, mais il y a une équipe de gens, un type de personne, une classe de gens qui semblent être pouvoir prédire
euh, mieux que nos experts. Ils voient les choses de façon plus précise et plus tôt. Et en fait, ils voient à peu près 400 jours à l'avance, aussi précis que la plupart d'entre nous, on verrait sur 150 jours. Et c'est quasiment 2 fois plus loin. Les... Mais possiblement, ce qui est plus intéressant, que vous pourriez prendre une personne comme moi ou vous et vous pourriez les entraîner à prédire euh, comme les gens, les superbes préviseurs ou et tout ça, ça l'a changé. La science et l'art de la prévision et toutes sortes d'industries. Et ce qui est clairement pertinent dans le travail que nous faisons dans la gestion de feu ou de forêt. Nous allons apprendre un peu plus sur tout ça dans un instant. Mais un groupe de gens qui ont démontré tout ça pour la première fois ont reconnu ça comme étant comme la plus grande augmentation dans la plus importante de la précision de la prévision ou jurée enregistrée dans la littérature. Et ça, c'est vraiment excitant pour moi. Je veux en entendre plus sur c'est quoi, qu'est-ce que nos préviseurs font, comment qu'ils s'y prennent et que pouvons-nous prendre pour notre travail, notre gestion. Et donc, sur cette note, j'aimerais inviter un super préviseur ici, Mark Kohler. Bienvenue et on est vraiment heureux de t'avoir parmi nous. Bon matin tout le monde, ou bon après-midi, dépendant où vous êtes. Est-ce que ça passe bien, Anna? Merci, Jonathan. Je suis Mark Kohler. Je suis un des quelques Américains qui travaillent dans le projet de bon jugement. Par exemple, aujourd'hui, je fais par notre scientifique chef, Dr. Abba Chen. Elle va vous saluer. Et notre fondateur, hein, Phil Patlock, dans le Super Forecaster livre lui-même, est un Canadien. Donc, c'est beau d'être un invité euh, euh, parmi tous ces gens. Mais l'accompagner, la recherche, le bon jugement, le projet du bon jugement. Et donc, Jonathan nous a demandé un peu de parler de l'arrière-plan un peu. Euh, le 11 septembre, c'était pas un bon temps pour les services d'intelligence, une partie du gouvernement américain. La réponse était de on doit faire mieux. On doit faire du mieux, meilleur travail, de voir plus fort, plus loin dans le futur, surtout avant les autres, avant que les mauvais, les méchants le font. Donc, ils ont préparé quelque chose qui s'appelle l'intelligence, le projet d'activité avancée de recherche IA ARPA. Et donc, vous avez possiblement entendu parler de DARPA dans la défense, la recherche, l'agence de recherche avancée de défense et toutes sortes de choses comme ça. Et ARPA, c'est l'équivalent, si on veut, sont supposés de construire des nouvelles capacités. Et dans ce cas, ils ont eu la tâche d'essayer de voir les façons pour améliorer la précision des prévisions que nous faisons. 8 semaines, 8 mois et même plusieurs années à l'avance. Donc, ils ont établi un tournoi de 4 ans. Ils ont invité des équipes de l'académie pour participer dans le tournoi. Et c'était le projet Good Judgment de Phil Tatlock. Et on dit, OK, il s'assoit tous les soirs. On va vous poser des questions telles que les questions que Jonathan et Mike Walton ont mis sur la plateforme de Fireside. Des questions sur le forum. Est-ce qu'il y aurait des événements X avant journée Y? Et la seule exigence où les gens devaient répondre, numéro un, c'était la probabilité, pas la réponse oui ou non, mais 73 disant que X va arriver avant jour Y ou 62, où ils devaient répondre avec une probabilité numéro 2 et d'une certaine forme où toutes les prévisions, la mienne et Jonathan et Anna, ont été combinées et ont été rapportées au gouvernement des États-Unis à la fin de la journée. Donc, ils ont demandé plusieurs questions. Tout le monde a fait des prévisions avec les agrégats de 4 rapports à tous les jours et on attendait pour voir à la fin si l'événement arrivait ou non. On peut retourner et voir l'historique des prévisions, voir quelle équipe était la plus précise, la plus tôt
Et exactement ce que Jonathan venait de mentionner. On voulait être précis et on voulait être précis plus tôt. Donc, la première année, Phil Tetlock a bien réussi. C'est la barre rouge au milieu. Il était supposé d'être 15 ou 20 mieux que la ligne de base, qui est la moyenne de toute personne normale sans formation spéciale ou conditions spéciales, et il était 55 mieux que la ligne de base. Donc, on s'attend toujours dans ces situations que le leader va revenir à la moyenne dans la prochaine saison, que quelqu'un d'autre va monter ou performer ou surperformer. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. L'équipe de Tatlock, c'était 80 plus précis dans la deuxième année et tous les autres n'étaient pas très bons. En fait, ils n'ont même pas rencontré même les standards pour cette année-là. Donc, le gouvernement a mis de côté la participation des autres équipes pour le reste des 2 ans. Donc, l'année 3 et 4, ils ont mis toutes leurs recherches et le fond dans Tatlock et ils ont dit quelle autre modification tu peux faire pour la prévision que vous faites non connue à Tatlock dans l'année 3, pendant qu'ils ont envoyé des gens comme vous et moi. Ils nous ont envoyé des questions non classifiées sur lesquelles on pouvait travailler. Ils envoyaient exactement les mêmes questions à l'intelligence américaine. Euh, L'intelligence américaine a bien sûr accès à l'information confidentielle, l'information secrète. L'idée, c'était de dire qu'est-ce que l'accès à l'information secrète et comment ça va augmenter la précision des prévisions. Bon, j'ai écrit 34 de mieux, mais la communauté d'intelligence n'était pas 34 mieux, mais comme vous et moi, on était 34 meilleur que la communauté d'intelligence. Pourquoi mentionner ça? Parce que quelque chose que Tetlock et son équipe a fait, et son équipe de Canadiens, en fait, faisait, était vraiment pouvoir augmenter la précision de ces prévisions. Ce n'était pas simplement géopolitique, régionalement, avec la communauté d'intelligence américaine, la Russie l'invasion de l'Ukraine ou quelque chose qui se passe en Syrie. Mais plus récemment, ont été la même approche, même méthode qui ont été utilisées. Par exemple, les indicateurs financiers que les États-Unis, la réserve américaine, qui se rencontre 6 fois par année, établit les taux d'intérêt. Le projet de bon jugement a commencé à faire la prévision de travailler ensemble pour voir ce que le Fed pourrait augmenter ou diminuer. Et le Financial Times a rapporté il y a quelques semaines que les gens comme vous et moi qui utilisent les meilleures méthodes, le Deadlocks était à 30 plus précis de les autres marchés, les indicateurs CME du futur, les indicateurs. Il semblerait que cette méthode, cette façon de faire les choses, premièrement, est applicable et deuxièmement, est quelque chose que vous n'avez pas besoin d'informations spéciales, vous n'avez pas besoin d'une base de données financière, vous n'avez pas besoin de l'information de sécurité nationale. Et quand vous pensez à tout ça, il n'y a pas vraiment beaucoup d'intelligence sur le futur. Il n'y a pas de l'information intelligente sur ce qui va se arriver en juin de 2025. Et si vous êtes un analyste d'intelligence ou analyste financière et comptez sur ces genres de choses, votre recherche d'information veut dire que vous ne pensez pas à quel genre de données sont disponibles ici et maintenant, comment faire du bon sens de tout ça. Donc, Phil Tatlock et un autre Canadien, Dan Gardner, ont écrit leur trouvaille dans le livre Super Forecasting. Euh, la version francophone est là aussi, comment être visionnaire. Et c'est une lecture assez facile. Et ce que ça nous explique, l'approche qu'elle prend, c'est quelque chose que nous allons discuter pour le reste de cette session aujourd'hui. Mais essentiellement, Tatlock et Daniel Kahneman, deux dans l'Université de Colombie-Britannique, multiples années ensemble, et qui ont continué à collaborer jusqu'à ce que le décès de professeur Kahneman cette année, mais ils ont vu que le cerveau humain fonctionne de deux façons, système 1, système 2. Système 1, c'est comment que notre cerveau fonctionne quand on conduit l'auto ou qu'on court le pitch de football. On ne pense pas, OK, il y a un tournage, je vais tourner la roue ici à 27 degrés pour passer l'intersection. Non, c'est tout un peu
intuitif. On conduit l'auto et je peux être assis à côté de toi pendant qu'on conduit. On peut avoir une discussion sur, bon, les feux et heu, au Canada et ça ne pourra pas te déranger de la possibilité de conduire l'auto. Donc, on conduit l'auto, on marche dans la rue. C'est des activités système 1 intuitif, qui ça se passe en arrière-plan, ça ne prend pas beaucoup d'énergie ou d'effort, ou de, énergie mentale. Système 2, c'est ce qui arrive quand je te pose la question: «C'est quoi 17 fois 24?» Ou si on joue à un jeu d'échecs, si on joue à un jeu d'échecs et que j'ai commencé à te parler de les feux au Canada, ton cerveau a le choix, soit se concentrer sur le jeu d'échecs ou sur la discussion, mais tu ne peux pas faire les deux. Système 2 prend beaucoup de place, ça prend beaucoup de place dans le cerveau et ça nous prévient d'autres types de pensées qui arrivent en même temps et c'est fatigant. On parle de système 1, système 2 et le fait que système 1, les erreurs avec lesquelles on travaille, on peut les surmonter en utilisant le système 2. Mais avant de faire ça, j'aimerais vous demander de vous joindre à moi dans un exercice de prévision. Et Dr. Eva Chan va prendre soin de tout ça. Si vous étiez né la première moitié de l'année, janvier à juin, naviguez sur votre téléphone ou sur votre iPad, naviguez vers delphinio.com, l'adresse en haut, delphinio.com. Et ensuite, vous allez voir 2 boîtes. Un va vous demander votre nom, l'autre vous demanderez le code. Pour le nom, vous pouvez mettre n'importe quoi. Mettez vos initiales si vous voulez. Mais pour le code, si vous êtes né entre janvier et juin, mettez le code ZP9NC. Bon, maintenant, si vous êtes né entre juillet et décembre, euh, même page, je code, mettre FFZQR. Et une fois que vous avez fait ça, vous verrez une question qui va arriver. Et je ne la vois pas présentement. Je crois que Eva est là. On regarde rapidement. Donc, il semblerait que Delphinio fonctionnait. OK, vous allez voir une question. Donc, j'ai parlé, Jonathan a parlé un peu du Super Forecaster, des prévisions, des super prévisions. J'ai parlé d'un projet de recherche par Phil Tatlock. Et la première question, c'est sur le nombre de super prévisions qui ont été identifiées dans la première année. Donc, faites-moi une faveur et répondez à cette question. Combien? Quelle était la grandeur du groupe original de super préviseurs et dans le projet du bon jugement? Ça, c'était entre 2011 et 2012. Donc, vous avez une question qui est là. Est-ce que c'était plus ou moins? Répondez ça. On va vous donner à peu près 10 secondes et ensuite, on va avancer à la prochaine question. OK. Bon, soumettez la réponse et elle va avancer à la prochaine question. Encore, vous allez voir 2 autres questions. On va vous donner un instant pour les remplir. Une des questions va vous demander d'autres choses sur le nombre de super prévisions. Et la deuxième question est sur les événements géopolitiques. Prenez quelques instants maintenant, 10, 20, 30 secondes pour penser à votre réponse. Et je cherche un chiffre que vous allez soumettre, le nombre de super préviseurs et la deuxième question sur les événements courants. On cherche la probabilité entre 0 et 100. On va vous donner 30 secondes.
15 secondes de plus. C'est de terminer. Soumettez maintenant en 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Soumettez. Et on va parler un peu plus long pendant que Eva, Dr. Chen, va trouver un arrière-plan pour calculer le tout, nos réponses. Bon, au projet du bon jugement de Phil Patlock et Danny Kahneman. Ils ont compris que les êtres humains, nous tous, on fait des erreurs systématiques de jugement lorsqu'on pense aux conditions d'incertitude. Si je vous demande combien d'enfants que vous avez, bon, pas un erreur. Vous savez exactement combien d'enfants que vous avez ou n'avez pas. Mais si je vous demande combien d'hectares d'Alberta vont brûler en juillet, en 2025, dans des feux de forêt, maintenant, on est dans une condition d'incertitude. Le biaisé cognitif peut vraiment prendre le contrôle. Voici des exemples visuels d'un biaisé cognitif. Donc, probablement que vous l'avez déjà vu. Et on a deux lignes, des flèches et une langue horizontale. Et la question, c'est est-ce que la ligne horizontale du haut plus longue que celle du bas ou celle du bas est plus longue quand vous regardez? C'est un petit peu dur à voir. En fait, ils sont la même longueur. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais je ne peux pas le voir comme étant la même ligne, longueur. L'intuition nous dit que celle du haut est plus longue que celle du bas. Bon, je peux dépasser ça dans le système 2. Je tiens la règle et mesurer, donner mon pouce sur l'écran et je peux démontrer dans l'effort mental qu'ils sont de la même longueur. Mais c'était comme moi, le défaut, le choix par défaut, c'est d'avoir un manque de perception. Moi, c'est un type d'idée biaisée. C'est une distorsion persistante de la réalité. Et ce qu'on a découvert, c'est que lorsqu'on demande aux gens de faire des prévisions sur le futur, l'incertitude, toutes sortes de biaisés cognitives ont lieu. Un bon exemple dont on a parlé beaucoup, Prince Harry et Meghan Markle, ils vivent au Canada, ils ont vécu aux États-Unis. Bon, je ne suis pas sûr exactement où ils sont, mais imaginez qu'on se rencontre dans un bar et on dit OK, c'est quoi la probabilité que ces deux-là vont rester mariés? Donc, tu peux essayer ça ce soir, tu peux parler, dire Hey, Prince Harry ou Meghan Markle, c'est quoi la probabilité qu'ils vont être mariés? La prévision que la plupart des gens vont répondre, c'est bon, ils s'aiment beaucoup, elle était petite fille, elle avait une photo du Prince Harry sur son mur. Ils ont survécu et ont survécu le divorce avec la famille royale. Bon, il semble que c'est un mariage fait au ciel et qu'ils ils vont réussir. Donc, 80 euh, de probabilité qu'on va réussir à me marier. C'est comme ça que la plupart des gens vont répondre. Très peu d'entre nous diraient, bon, tu sais quoi, OK, c'est une question intéressante. À peu près la moitié des Américains qui se marient aujourd'hui sont divorcés en 7 ans. À peu près la moitié des Britanniques qui sont mariés se divorcent en 7 ans. Donc, très peu de gens parleraient de la durabilité de l'institution du mariage en soi. Nous appelons la première approche la vue intérieure. Comment que cet homme-là et cette femme-là, comment est-ce que leur relation va continuer et une deuxième approche, la vue extérieure. En moyenne, comment est-ce que les mariages se sont déployés dans le passé? Il s'avère que si on approche une question de prévision, combien d'hectares vont brûler ou Alex Ovechkin va battre le record de Wayne Gretzky, il s'avère que les gens qui essayent de répondre à cette question en pensant à l'histoire du problème, le point de vue extérieur, comment ça s'est passé dans le passé, les gens qui ont commencé là
et qui considèrent le point de vue intérieur sont 10 plus précis que les gens qui ont commencé avec le point de vue intérieur et possiblement considérer ou non le point de vue extérieur. Donc, on pense qu'il y a quelque chose qui s'appelle le taux de base est d'une façon essentielle pour commencer à penser à tout ça parce que les gens sont sensibles au taux de base. Vous pouvez parler avec les amis, leur demander, OK, est-ce qu'ils vont rester mariés ou non, et de voir comment ils vont réagir. Très peu de gens vont commencer à parler de le point de vue extérieur. Bon, maintenant, c'est seulement le point de départ. On commence en considérant comment ces situations comme celle-ci vont se dérouler. Bon, bien sûr, c'est important qu'ils sont encore ensemble après avoir quitté le foyer royal et qui sont encore ensemble à Californie, qui ont 2 enfants. Bien sûr, les particularités de cet homme et de cette femme sont importantes, mais un processus cognitif considère ça seulement en deuxième et va avoir une prévision plus précise. Jonathan va parler plus tard sur la plateforme Fireside et voici une des questions qui sont là et sur la province ou territoire. Quand on déclare une urgence de feu en 2025, vous tous, vous avez des expertises, beaucoup d'expérience sur ce sujet. Possiblement que vous êtes inclin à dire, OK, bon, je suis ici en Colombie-Britannique et on n'a jamais vu autant d'humidité et il n'y a pas beaucoup de neige en janvier, ça ne semble pas bien. Vous pouvez commencer là et dire, OK, bon, c'est pas nécessairement invalide, mais Phil Patlock te fera croire que ça vaut la peine de commencer ta prévision en considérant combien de fois est-ce que le territoire ou province a déclaré un état d'urgence dans les feux de forêt. Voici ma liste. Donc, il semblerait que 8 fois en 35 ans. Donc, autrement, depuis 89 à 23 des années, le territoire ou l'État a déclaré, une, un territoire, une province a déclaré l'urgence de feu de forêt. Bon, vous regardez ça, vous dites, OK, attends un peu, Marc. Quelque chose a vraiment changé. Quelque chose a changé dans les 2017 à mon temps et on a eu, ensuite, on a eu à tous les ans depuis 2017. Bon, peut-être le changement climatique, peut-être le gouvernement du Canada est prêt à déclarer les situations d'urgence, mais quelque chose de matériel a changé. Donc, on ne veut pas considérer de la Fondation du Canada jusqu'à présent. On veut considérer ce qui est récent, les événements récents depuis ce changement. OK, c'est bon, on va faire ça. Donc, on voit que 6 fois sur 7, l'État ou le territoire ou la province a déclaré l'urgence de feu, de forêt. Bon, on pourrait dire, OK, la probabilité est 86. Je ne sais pas, c'est quelque chose que je voulais discuter avec vous. On peut discuter en ligne sur le site web Fireside. 2023, on a vu Colombie-Britannique et l'Alberta ont toutes déclaré des états d'urgence dans un groupe de feu de forêt. Possiblement qu'il y avait plus en commun que séparé comme incident. Donc, est-ce qu'on veut considérer ça comme un événement ou comme 3 événements séparés? C'est quelque chose qu'on devrait en parler. Et d'avoir cette discussion sur comment ces genres de choses sont normalement développées, c'est vraiment important. Donc, peut-être c'est 57 peut-être 86 je ne suis pas sûr. Mais depuis 2017, peu importe comment on coupe, la plupart des années, ont vu la déclaration d'état d'urgence d'un feu dans au moins une province ou territoire. Donc, ça, c'est mon point de départ. Ça, c'est mon taux de base, que c'est plus grand que 50 possiblement 57 86. Peut-être qu'on va couper le bébé en deux et appeler ça 71,5. C'est plus susceptible que non qu'en 2025, basé sur l'historique récent, qu'en 2025 verra un état d'urgence. Bon, maintenant, souvenez-vous, c'est simplement le point de départ et on veut toujours commencer avec le point de vue extérieur, mais ensuite considérer le côté intérieur. Donc, dans ce cas, c'est où votre expertise rentre en ligne de compte. Premièrement, les non-experts comme moi, on pourrait s'asseoir ensemble et discuter. Qu'est-ce que l'historique nous dit? C'est quoi la base, le taux? Comment est-ce que les situations comme celle-ci, normalement, se déroulent dans le passé?
Et ensuite, étape numéro 2, c'est le point de vue intérieur. C'est là où votre expertise décolle. Voici une prévision pour les services canadiens pour août. Il semblerait qu'il va y avoir beaucoup de sécheresse dans plusieurs disparités entre les moments, les normes historiques par rapport au feu et les dangers de feu. Voici où la discussion sur cette année, ce feu, cette province, cette sécheresse, ces comportements météorologiques. On a eu cette discussion-là, on l'a eu dans une seconde. Les gens qui approchent une nouvelle prévision comme celle-ci, elles sont au minimum 10 plus précis que les gens qui ne le font pas. C'est parce que les êtres humains sont insensibles ou sensibles au taux de base. Vous pouvez euh, surmonter la sensibilité de taux de base, vous allez être plus précis sur vos prévisions. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'avoir le bon point de base est tellement important? À cause du deuxième jugement cognitif qui s'appelle l'ancrage. Bon, Dr. Chan et moi, on était en Californie, il y a 5-6 ans de cela. On était assis à une salle de conférence avec 35 personnes et tout le monde était placé à leur place. Tout le monde a reçu ce papier. Il y avait une question. Est-ce qu'il va y avoir une confrontation létale dans le sud de la Chine, de la mer de Chine? Donc, en haut à droite, il y avait un chiffre, possiblement une erreur, mais la moitié des morceaux de papier avaient un chiffre de 1 à 10. Et la moitié des autres papiers avaient 2 chiffres entre 90 et 99. Mais la question était la même. Il n'y avait pas de référence à ce chiffre-là. Et c'était surprenant, les gens dans le groupe 1 qui avaient un seul chiffre, en haut à droite de leur papier, la moyenne de leur prévision était 32 points plus bas que les gens dans le groupe 2, 32 points, sur une échelle de 100. Aussi étrange que 5 des 35 dans la salle ont donné comme prévision le chiffre sur la feuille. Et lorsqu'on a redonné la feuille à tout le monde, après, la plupart ont dit: je n'avais même pas réalisé que le chiffre était là. Je n'avais même pas porté attention à ça. Possiblement que non, consciemment, mais inconsciemment, il s'avère que lorsque nous sommes dans l'incertitude intellectuelle, un environnement intellectuel, et qu'on nous demande de faire une prévision, nos cerveaux deviennent très susceptibles aux chiffres, tout chiffre sur la périphérie de notre conscience, dans le cadran sur le bord du mur, peut amener une distorsion de la prévision que nous avons fait. Ça s'appelle l'ancrage. Bon, les gens qui vont ancrer sur un chiffre qui est bas ont donné une prévision plus basse et les gens qui se sont ancrés sur un chiffre plus haut ont donné une prévision plus haute. Pensez au taux de base. Si vous êtes initialement que c'est 90 susceptible que Prince Harry et Meghan Markle vont se divorcer, là, sur les statistiques, tu vas peut-être descendre et tu vas arrêter peut-être trop tôt. De l'autre côté, si tu as commencé à 50-50 et si tu regardes le point de vue extérieur, les statistiques de divorce, et ensuite tu considères le succès de ces deux-là, tu vas arriver un peu plus haut. Il s'avère que ce chiffre est habituellement plus précis que ce chiffre-là. Le numéro informé par le point de vue extérieur en premier et ensuite par l'intérieur est plus précis que le point de vue intérieur avant l'extérieur parce que le premier chiffre est ancré. Ce premier chiffre est vraiment puissant et une influence continue dans toutes nos pensées subséquentes. Est-ce que vous étiez ancré dans les questions que vous aviez? On vous a demandé quelle était la grandeur du groupe original de Super Prévision et le bon jugement. La moitié d'entre vous ont reçu la question sur Delphinio qui disait si vous étiez plus que 5. Et la moitié ont reçu une question qui en a plus ou moins que 5000. Groupe 1, la moyenne de vos réponses était 12. Groupe 2, la moyenne de votre groupe était 2840. Encore une fois, ceux qui ont reçu la première question, au moins de 5, et combien croyez qu'il y a, la moyenne était 12. Et groupe 2, on vous demandait s'il y avait plus ou moins que 5000. Combien pensent que la moyenne était 2840? Bon, receviez la même question. Combien pensez-vous qu'il y en avait? Bon, personne ne connaît la réponse ici. Bon, elle va oui, mais le reste non.
mais la distorsion est quelque chose comme 200x. C'est vraiment inconvénient, c'est très inconvénient. Lorsqu'on lutte avec des questions sur des conditions d'incertitude, même quelque chose comme le nombre sur le cadran, sur le mur va affecter la prévision qu'on va faire. On ne peut pas faire ça partir. Parce que ça ne peut pas partir, on doit s'assurer que votre premier chiffre est informé par le taux de base, par l'historique de comment ces choses-là sont habituellement faites dans le passé. Il y a une autre erreur. Il y a des centaines d'idées biaisées qui ont été détectées par la psychologie cognitive. Donc, on va parler de ces trois-là aujourd'hui. Ancré, la sensibilité de taux de base et l'erreur narrative. Dan Kahneman, qui a décidé de demander à des scientifiques politiques, et il a séparé en deux groupes. Le premier groupe, il a dit, OK, c'est quoi la probabilité qu'il va y avoir une suspension dans les relations diplomatiques entre le Washington et Moscou en 83? Et le deuxième groupe, c'est quoi la probabilité que l'invasion reçue de la Pologne, suivie par une suspension de relations euh, entre Moscou et les États-Unis en 83? Bon, les deux ensemble, vous savez que la probabilité du groupe 1 et les signes devraient être plus hauts que la probabilité du deuxième groupe. Parce que le groupe 2 dit l'invasion Russie de la Pologne est séparée en relations diplomatiques. Donc, c'est un chemin très particulier. Groupe 1, ça peut être une invasion russique de la Pologne ou de l'Hongrie ou peu importe. Bon, ils ne s'aiment pas et le brouhaha, il y a toute une variété de façons qui pourraient compter pour groupe 1. Et groupe 2, il y a seulement un chemin. Ils doivent envahir Warsaw. Donc, on veut que les premiers avoir une position plus haute. Et en fait, les scientifiques politiques ont identifié option 2 comme étant quelquefois plus susceptible. Ça ne peut pas être le cas, que c'est plus probable pour deux événements, l'invasion, la suspension des relations, est plus susceptible qu'un des événements du haut, suspension des relations. Qu'est-ce qui se passe ici? Dans le groupe 1, ils devaient s'engager dans le système 2, ils devaient faire toute la pensée eux-mêmes, ils devaient dire comment est-ce que ça pouvait arriver, comment est-ce que des relations pouvaient se séparer. Le groupe 2, on a donné une histoire. Fermez les yeux, vous pouvez imaginer les tanks qui vont euh, passer dans les chemins et les regards terrifiés des gens qui regardent les Soviétiques rentrer. Ça semble plausible dans le cerveau humain et amène la confusion entre la plausibilité et la probabilité. C'est l'erreur narrative et c'est pour ça que le marketing et les publicités fonctionnent. Regardons une question qu'on vous pose. Maintenant, le thème 10 minutes, la moitié d'entre vous, vous avez reçu une question avec une arme nucléaire serait détonée dans des conflits militaires avant le 1er novembre 2025. Et la moitié d'entre vous ont une autre question. Comme les États-Unis ont augmenté les dépenses, Vladimir Poutine va prendre plus d'actions pour résoudre le conflit de l'Ukraine ou est-ce que la Russie va détonner une attaque nucléaire à l'intérieur de l'Ukraine avant 2025? Donc, vous pouvez regarder ça. Groupe 1, on a demandé n'importe où dans le monde, n'importe quelle sorte d'arme nucléaire va être détonnée. La Chine, l'Inde, India, Pakistan, Israël, Syrie, Russie, Ukraine, n'importe où dans le monde. Groupe 2, on a demandé est-ce que Poutine va détonner une arme nucléaire en Ukraine? Probabilité beaucoup plus petite. Et comme vous voyez les deux questions ensemble, vous savez que la probabilité de groupe 1 est plus haut que le groupe 2. En fait, groupe 1, la moyenne, la prévision que vous avez faite était 12. Groupe 2, la prévision A était 20 pour le groupe 2. 12 pour groupe 1, 20 pour groupe 2. Qu'est-ce qui se passe ici? Notre cerveau, surtout lorsqu'on essaie de prendre des décisions et dans des conditions d'incertitude, on est susceptible à des histoires.
Pensez qu'une bonne histoire, je vais porter confusion à la probabilité et la plausibilité. Ah, ça a du bon sens. OK, c'est plausible, donc c'est susceptible d'arriver et c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Comment est-ce que pourquoi c'est important lorsque vous allez dans l'équipe de gestion d'incidents et que vous dites: «OK, est-ce que le feu va passer, dans la vallée et sortir?» Vous allez avoir une genre de réponse. Si vous rentrez à la gestion d'incidents ou de provision de est-ce que le feu va sauter, dans la prochaine vallée parce que les vents augmentent et qu'il y a toutes sortes de mauvaises, heu, poussées, secs et vous pouvez les, pousser à leur donner une prévision plus haute et ça, ce qu'elle nous dit, c'est que comment que vous posez la question et comment vous demandez la question va influencer la réponse que vous allez donner. Dans ce cas, la prévision que le feu va passer par-dessus, la ligne de la vallée. Encore, il y a des centaines d'idées biaisées qui impactent la prévision euh, précise. On en a parlé de l'ancrage, le taux de base, la confiance, la portée, le narratif, le biaisé de confirmation, et qui ont vraiment un impact sur la prévision. Et il y a une publication extraordinaire qui a été mise par Jonathan Reimer et Mike Walton, Calvin Hirsch, et j'ai mis le lien sur le bas à droite. Vous pouvez tirer cette discussion et il parle de comment un sous-groupe de ces idées biaisées ont impacté des décisions qui vont permettre les gestionnaires de feux, de forêt, et ça vaut la peine d'amener cette discussion-là. Mais ce qu'on a trouvé, et Jonathan l'avait présenté dans sa discussion, il y a 2 mois, aux, aux pompiers et les gestionnaires de feu canadiens, et dans cette formation des débiaisés, comme qu'on fait présentement, peut augmenter la précision de la prévision qu'on fait par 15 dans une heure. Ce que Dr. Eva Chan a découvert, c'est qu'un peu plus que ça, à peu près 4 à 8 heures de formation peut augmenter la précision de jugement dans des conditions d'incertitude jusqu'à 28. Vous tous, vous allez faire des centaines ou des millions de décisions dans cette saison de feu qui approche. Et si votre 28 plus précis dans chacune de ces décisions, on ne parle pas de omniscience, on ne parle pas de comme être comme Dieu, la perception de Dieu dans le futur. Dans ces milliers de décisions que vous allez entreprendre cette année, si vous êtes à 28 plus précis, combien de moins de pompiers seraient tués ou blessés? Ces genres de boost dans la précision vraiment vous donnent l'accumulation d'un avantage lorsque vous êtes en train de faire des prévisions, qui est vraiment le centre de ce que vous faites. Donc, c'est tout pour nous de Good Judgment. Et Eva est en ligne pour prendre des questions. Et moi aussi, mais je redonne à toi, Jonathan, Orhan, à moi maintenant. Vous savez, j'ai vu ça. C'est comme un petit peu voir un truc de magie où que tu vas voir la carte à la fin, mais tu ne sais pas comment c'est fait. C'est vraiment impressionnant. Marc, le travail. Il y a tellement à comprendre. J'étais vraiment heureux de te recevoir pour nous parler aujourd'hui dans la gestion de feu, parce que je crois que tu cognes exactement à la bonne place. On ne pense pas nécessairement en tant que prévision mais on fait des petits jugements, des conditions dans une incertitude profonde. C'est une partie de pourquoi on fait ce qu'on fait, le défi et l'intérêt de tout ça, mais on est tous vraiment préoccupés euh, par ces feux et on a beaucoup d'idées sur comment on peut faire notre travail mieux, parce qu'on est vraiment préoccupé. On ne rentre pas nécessairement pour le prestige et l'argent. On rentre dans tout ça parce que c'est ce qu'on veut faire mieux et c'est vraiment puissant, façon de s'y prendre. Donc, ça mène un peu maintenant à l'historique de ce site que je vais vous introduire. Un groupe de gestionnaires de feu se sont réunis ensemble et ils ont cru avoir une bonne idée. Et il y avait un peu une initiative de base pour construire une plateforme pour explorer ces idées.
Et ça, c'était là dans le monde et c'est là dans le monde depuis 2 saisons de feu. Mais c'était une invitation et par invitation seulement. Tu devais connaître quelqu'un. Donc, il y en a ici sur l'appel que vous en avez entendu parler et vous avez été là, mais c'était toujours, bon, c'était pas un départ officiel, c'était toujours quelque chose heu, que les gens avaient monté, vraiment simplement parce qu'ils pensaient que c'était important. Mais sur ces 2 saisons de feu, on a vu de plus de 1500 prévisions s'avérer d'une façon ou d'une autre. Et on a entendu que les gens vraiment ont aimé ça et les agents sont intéressés dans les prévisions que les gens, font, s'ils peuvent être utilisés pour améliorer les opérations, et les décisions qu'on prend dans l'incertitude. Et donc, pour la toute première fois, nous lançons, Firesight, cette plateforme de prévision officiellement à tous les agences de gestion de feu au Canada. Donc, si vous travaillez pour un membre de la... Vous êtes invité à participer dans cette plateforme de prévision. Et donc, j'aimerais maintenant mettre le lien dans le chat ici et je vous inviterai tous de cliquer ce lien. Donc, c'est firesite.cultivateforecast.com et d'ouvrir ça. Ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet et regardez brièvement. Donc, prenez 2 secondes. Encore une fois, Firesite, comme foresight.cultivateforecast.com. Donc, c'est plus facile. Si tu vas en haut à droite, ouvre l'onglet. Vous allez voir un petit point rouge et vous pouvez l'ouvrir dans le chat et rentrer dans l'onglet. Ce que vous allez voir, et vous allez voir une page de bienvenue à la page Fireside. Vous allez voir un bouton blanc qui dit vous inscrire. Première chose à comprendre sur ce site, c'est que ce n'est pas un site public. On traite ça comme un outil d'opération pour vous. Donc, ce n'est pas un site que vous pouvez envoyer à vos amis qui ne sont pas intéressés au feu pour voir ce que les gens pensent, ainsi de suite. Nous étendons l'invitation à ceux qui travaillent, qui étudient et qui font de la recherche de feux de forêt au Canada particulièrement. Et donc, lorsque vous cliquez sur ce lien pour vous euh, inscrire, vous allez être automatiquement approuvé, autant que vous utilisez le courriel d'agence. Utilisez le courriel d'agence pour vous inscrire. Vous allez passer au travers de ce processus d'inscription. Vous n'aurez pas de problème. Si pour une raison quelconque que vous n'avez pas une agence, ou un courriel ou quelqu'un d'autre que vous croyez qui devrait faire partie de tout ça, défilez en bas, complètement vers le bas du site web. C'est pas très long. Vous allez voir une autre boîte bleue qui dit Contact, nous contacter. Contactez-nous. Dites-nous pourquoi ils ont besoin de cette invitation. C'est quoi l'adresse courriel? On peut leur envoyer brièvement et d'essayer de vous recontacter dans une journée ou deux. Soyez patients. Et ensuite, la deuxième chose qu'on va vous demander de faire lorsque vous vous inscrivez, écrivez un nouveau utilisateur, c'est de créer un nom d'utilisateur. Vous pouvez créer n'importe quel nom d'utilisateur que vous aimeriez. Généralement, on essaye de recommander que vous n'utilisez pas votre vrai nom. Inventez un nom de drôle, quelque chose de ridicule, quelque chose que quelqu'un pourrait deviner, mais si vous utilisez votre vrai nom, je n'étais pas conscient, en fait, je crois que tout le monde utilise le vrai nom et rien de mal est arrivé. Vous pouvez faire ça aussi. Donc, ça, c'est ce qui se passe en termes de s'inscrire. Et je voulais simplement vous ramener maintenant, probablement que vous avez été sur l'autre onglet, revenez vers nous maintenant dans le tab Boost ici. Je veux qu'on puisse passer au travers de à quoi ça ressemble ce site web une fois que vous êtes inscrit. Je vais simplement partager mon écran maintenant. Une fois que vous êtes inscrit, voici la page d'accueil du site web. Ce site web est vraiment puissant. Je vais vous montrer à peu près 5 de ce que vous pourriez faire sur ce site web, mais si vous êtes intéressé de plonger aussi profond que vous le voulez, mais généralement, les questions pour les prévisions sont recoupées dans les défis. Il y en a 2 ici. Je vais cliquer le- les, euh, les défis du 2025. Et ici, vous pouvez voir, on est téléchargé.
Nous avons 3 questions actives présentement. On développe des questions. On a contacté quelques-uns des agences de feu et on veut vraiment développer des questions qui sont importantes. Mais ici, il y en a 3. C'est les points de départ pour nous cette année et je vais ouvrir celle dont Marc a parlé. Est-ce que la province ou le territoire va déclarer une urgence de feu en 2025? Vous savez, ce n'est pas une question particulièrement qui nous préoccupe en termes d'urgence, mais ça va être des choses qui peuvent nous préoccuper, comme exemple des ressources ou le déplacement de beaucoup de gens à l'intérieur d'une province ou un territoire. C'est des choses qui nous préoccupent et en sachant quelque chose sur la susceptibilité de l'urgence, nous avons indirectement à répondre à ces questions. Donc ici, j'ai trouvé la discussion de Marc. Bon, j'ai été vraiment attiré et je crois que c'est bon. Quoi, il a dit 4 sur les derniers 7 ans, 57. Donc, c'est ce que je vais faire une prévision, mais vous pouvez diminuer comme vous voulez. Donc, on va y aller avec 57. Et vous pouvez voir aussi pourquoi vous pensez que vous avez raison. Ça vous laisse mettre un commentaire. Donc, je vais mettre un commentaire, commençant avec le taux de base des derniers 7 ans, et nous allons ajuster au fur et à mesure que la saison progresse. Bon, c'est optionnel, bien sûr, de mettre un commentaire ou non. Si vous recommandez pour 2 raisons, si vous regardez une prévision que vous avez faite il y a un mois ou 2 de cela, vous pourrez voir 83. Et tu n'es pas vraiment sûr quoi exactement, qu'est-ce qui t'a amené à ce chiffre-là. Donc, c'est simplement un rappel pour dire, OK, voici ce que je pensais dans le temps, voici ce qui me préoccupait, voici ce qui est arrivé depuis. Et je peux mettre cette prévision à jour. Et la deuxième, c'est, je vais vous montrer en fait, voici tous les onglets, les différentes choses qu'on pourrait faire sur la question. Je peux regarder tous les autres gens qui ont fait une prévision récemment. Une personne a dit 85, un a dit 100, l'autre a dit 50, et chacune de ces personnes-là a mis un petit commentaire. Quelques-uns en ont mis. Et vous pouvez dire, OK, voir ce que les gens pensent. Lorsqu'on a un grand étendu entre 50 et 80, pourquoi est-ce qu'une personne dit ça et que l'autre personne dit d'autres choses? Donc, c'est utile de laisser un peu un commentaire. Et je vais soumettre. Et vous pouvez voir, voici ce qui arrive. J'ai fait mon commentaire. Ma prévision, 57. Présentement, la prévision de la foule, c'est 67. Donc, je suis un petit peu plus bas. Et vous pouvez dire, OK, ça a augmenté dans les dernières 24 heures ici, ou la dernière semaine. C'est la prévision de la foule ici durant la semaine. Vous pouvez rentrer dans ces questions. Il n'y a pas de fin dans ce que vous pouvez faire ici. C'est vraiment puissant et vraiment intéressant. Mais ce que je veux attirer votre attention ici, c'est maintenant, j'ai fait ma prévision. Probablement que je voudrais mettre ça à jour au fur et à mesure que les choses avancent. Donc, en juin, nous allons avoir moins de saison devant nous. Mais nous aurons aussi, on va en savoir un peu plus sur comment que la saison, à quoi ça va ressembler. Juillet et août, à quoi ça peut ressembler. Donc, possiblement que je vais l'augmenter, la diminuer, l'ajuster dans le temps. La raison qu'on ne fait pas simplement une prévision et qu'on s'éloigne, c'est la même raison qu'on le fait dans nos opérations, notre travail. Vous allez prendre une décision sur quelle tactique à utiliser ou combien de ressources à utiliser ou déployer ou dans une division. Et ce n'est pas une décision une seule fois. La plupart du temps, on a des commentaires à la fin de la journée, comment ça va les choses. Vous pouvez ajuster ce chiffre-là à la hausse ou à la baisse. Et en pratiquant ici sur le site, vous allez vous améliorer à ajuster ou mettre à jour ça dans le temps. Mais un de ces jours, cette question sera résolue. Hein. Est-ce que les provinces ou le territoire vont avoir un état d'urgence ou non? Et je vais avoir un score basé sur toutes les différentes prévisions que j'ai faites sur cette question.
on peut en parler longtemps de ce score. La seule chose qui est vraiment importante, c'est que les scores sont à la baisse, c'est mieux. C'est un petit peu comme le golf, comme celle-ci. On veut un score à la baisse. Les scores plus hauts veulent dire que vous n'avez pas eu la réponse ou ça a pris trop de temps et que d'autres gens ont généralement eu raison avant toi. Et un score plus bas veut dire que vous avez réussi. Très bien. Une fois que vous avez répondu quelques-unes de ces questions, vous, en tant que prévision, vous allez avoir un score pour chaque défi. Vous pouvez voir, OK, ouvrez le tableau de score pour des défis. Voici pour un qu'on a eu l'année passée. Vous pouvez voir ici, j'utilise mon nom et je suis allé en troisième, mais c'est pour ça que j'ai ouvert celle-là parce que j'ai bien réussi. Mais voici différents utilisateurs. Vous pouvez voir comment vous avez réussi, ou d'autres gens que vous connaissez ou pensez que vous connaissez. Et aussi un tableau de bord général qui suit tous les différents défis, toutes les différentes questions. Donc, vous pouvez avoir différentes choses que vous suivez dans le temps. Et c'est amusant, en fait, pour moi, je crois. Bon, peut-être que je suis un nerd un peu ici, mais ces questions qu'on pense, ah, OK, oui, je l'ai celle-là. Et en fait, tu ne réussis pas bien, mais possiblement que tu bats tes amis, ça fonctionne. Donc, ça, je crois que c'est amusant. Et ensuite, au-delà même de battre les amis et d'avoir des bons scores, il y a différentes badges que vous pouvez gagner. Et on parle de vraiment des bonnes idées sur comment on peut récompenser ceux qui réussissent bien cette saison. Donc, restez branchés pour des choses, pour plus d'informations, différentes sortes de récompenses que nous allons pouvoir offrir aux gens qui vont bien réussir. Donc, ce n'est pas juste de blaguer, de dire qu'on est super, mais on verra d'autres options. Moi, je vais arrêter de partager l'écran ici. Je veux maintenant vous inviter. On est à la fin de cette session d'ouvrir. Je crois que probablement que vous allez avoir encore l'onglet d'ouvert avec le site web Firesight. Créez l'utilisateur immédiatement après cette session et faites une prévision d'au moins une question. Et pourquoi est-ce que je vous demande de faire ça? Je sais que vous avez beaucoup de choses qui se passent. La saison de feu, elle a débuté. Je vous demande trois différentes raisons. La première, c'est que vous êtes en train d'aider votre agence et d'autres agences à s'améliorer, à faire des prévisions des choses dans le temps et on espère informer nos opérations. On travaille encore sur comment ça va fonctionner en vous offrant, en offrant votre meilleur jugement en tant qu'expert. Ça va aider le processus. Le deuxième, c'est qu'en fait, ça va être vraiment bon pour vous qu'avec les données très claires, qu'en faisant ces genres de prévisions, vous êtes en train de déguiser votre cerveau, vous allez améliorer votre performance dans le temps et vous allez être mieux que le prochain. Et le dernier point, et certainement pas le moindre ici, en fait, c'est vraiment un bon temps. C'est intéressant, c'est divertissant. Euh, Mettez un rappel pour vérifier au moins une fois par semaine, une fois tous les 2 semaines, au mois, peu importe. On sait que vous êtes vraiment occupé, bien sûr, comme professionnel de feu, de forêt. C'est la saison, on ne pourrait pas faire ça à tous les semaines en août, on comprend. Mais en revenant à ça et en voyant les différentes questions et de vérifier dans le temps, je crois que vous allez avoir passé du bon temps et on va faire du mieux qu'on peut et de rendre ça une expérience intéressante pour vous. Donc, sur cette note, je veux ouvrir le tout maintenant aux questions. Et donc, Hannah, comment est-ce que tu peux nous guider au travers des questions pour moi ou pour Mark, questions pour Dr. Chen, qui est vraiment le gourou de tout ce côté science. Donc, on est à l'heure présentement d'une heure. Bon, les chats sont assez actifs, c'est des questions. On va les mettre là. Et Mark et Dr. Chen vont répondre aussi dans le chat. On va envoyer un résumé des questions après. Donc, si vous avez quelque part à aller et si vous devez aller à quelque part, mettez les questions dans le chat et on va faire un suivi. Et j'aimerais vous remercier, tout le monde qui a participé sur l'appel. Et merci à tous nos invités.
Nous allons vous revoir bientôt sur la prochaine, je l'espère.